Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous dans cette émission Justice et démocratie. Eh bien, l'humanité vient de célébrer de façon croisée la journée internationale de la paix et celle de la démocratie. Deux journées d'importance capitale au moment où les Guinéens s'acheminent inexorablement vers la présidentielle du 11 octobre. Et pour en parler, amis téléspectateurs, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale M. Aboubacar Sylla. Il est le président de l'UFC, en même temps porte-parole de l'opposition républicaine. Avec lui dans cette émission Justice et démocratie, M. Makanera Kake. Il est ministre de la communication dans cette émission Justice et démocratie. Et toujours dans cette émission, amis téléspectateurs, vous avez M. Yayo. Il est du CRAC, c'est le collectif pour la réélection du président de la République, le professeur Alpha Condé. Avec ces trois invités, nous allons tenter de cerner les contours de la question d'importance capitale. Il s'agit de la paix dans notre pays, la République de Guinée. Eh bien, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, parlons justement de paix et de démocratie. C'est la question d'actualité à l'international. Et il y a, comme je l'ai dit, que dans notre pays, la question est d'importance capitale parce que tout le monde s'active aujourd'hui, n'est-ce pas, à travailler dans le cadre de la consolidation de la paix. Alors, qu'est-ce que la paix symbolise pour vous, M. Sylla, par rapport à la démocratie et aux échéances justement en vue dans notre pays? Et cette émission permet d'exalter les vertus de la démocratie et de la paix. Et je dirais que la paix, c'est un substrat sur lequel se bâtit toute chose. Sans la paix, il n'y a pas de démocratie. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a absolument rien. Je ne suis pas d'accord avec le penseur qui dit que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Moi, je pense que quand on prépare la guerre, on crispe le camp d'en face, on l'inquiète, on inspire la peur, on l'amène aussi évidemment à préparer la guerre. On entre donc dans un cercle vicieux qui ne permet pas à la paix de s'installer. Moi, je pense que quand on veut la paix, il faut se battre, il faut tout faire pour que la justice s'en sorte. Lorsqu'il y a la justice, la paix a des chances de s'installer et de rester dans la durée. Bien, monsieur le ministre. Vous avez choisi de faire en sorte que, par votre émission, que le Guinéen puisse comprendre que le 15 septembre est une journée internationale de la démocratie. Parce que c'est vrai que ça s'est passé ici à l'inaperçu. Pendant que si c'est l'acte actuel dans le monde, l'actualité aussi s'impose de plus en Guinée. Puisque nous savons d'où nous venons, nous savons aujourd'hui que dans quelques jours, nous allons aux urnes. Et qui dit démocratie dit la paix, dit la justice, dit le progrès économique et social, dit garantir la liberté, la dignité de l'individu. Donc on ne peut parler de démocratie sans parler de justice. Puisque la paix n'est pas instaurée par le simple fait qu'il n'y a pas de guerre. Il faudrait que l'homme se réconcilie avec lui-même et avec ses voisins. Il faudrait qu'il se sente en liberté dans tout ce qu'il fait, qu'il se sente protégé par la société, par son environnement. C'est lorsque tous ces aspects sont garantis que nous pouvons parler réellement de la paix. Bien. Monsieur Yayo, par rapport à la même question. Monsieur Diallo Jibril, c'est pour moi une joie sublime de me retrouver devant vos millions d'auditeurs sur ce plateau et pour débattre d'un sujet d'actualité très intéressant qui donne les vrais fondements d'une démocratie. Les vrais fondements d'une démocratie, c'est quoi? C'est l'acceptation de l'autre. Or, l'acceptation de l'autre crée la quiétude, permet aux uns, quelle que soit votre diversité, de vous accepter mutuellement. Et c'est ce que nous souhaitons. Ce souhait-là est à dire que les Guinéens que nous sommes, notre démocratie, elle est encore à ses pas. Bien sûr, on me dira qu'il y a 5 années qu'on a procédé en Guinée pour la première fois une élection ouverte où il y avait 24 impétrants. Donc c'était une élection très très ouverte. Elle marquait une rupture avec certains choix politiques du passé. Si aujourd'hui, avec cette diversité, cette pluralité d'opinions qui s'exerce à partir des partis politiques,
nous sommes là encore pour aller vers les élections. Nous pouvons souhaiter de bonne chance à tous les protagonistes, mais surtout l'ancien appel à partir de ce plateau pour dire aux Guinéens que nous devons être mus par l'esprit de cohésion nationale. La Guinée doit être au-dessus de nous tous. Si cet idéal est compris des uns et des autres, bien sûr, l'expression démocratique repose sur certains piliers. Parmi ces piliers, il y a d'abord la justice. Quand dans un pays, la justice est faite à bon escient, si tous les concitoyens sont dans l'obligation, quelle que soit par ailleurs leur fonction, leur poste, acceptent de se soumettre à la règle du droit, à la règle de la justice, c'est que dans ce pays-là, les avancées ne vont jamais tarder. Donc il y a que notre pays a connu plusieurs régimes, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, c'est l'aboutissement de tout un processus. Et si on vous demandait quel constat peut-on faire aujourd'hui, n'est-ce pas, de l'état d'avancement ou alors de recul, je ne sais pas, ça dépend de votre perception de notre démocratie. Comment est-ce qu'elle se porte, M. Sida? Écoutez, notre démocratie connaît des hauts et des bas. Il y a des moments où, évidemment, on fait des avancées, mais il y a des moments où aussi cette démocratie connaît des reculs. Nous avons dit tantôt que la démocratie et la paix sont inséparables des notions de justice, des notions de respect de l'état de droit. Et je crois que c'est quelque chose de tant plus réel que la démocratie, comme vous le savez. C'est un régime politique dans lequel le pouvoir, la souveraineté sont exercés par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire par le peuple. Et cet exercice se fait soit directement lorsqu'il s'agit de référendums ou par l'intermédiaire de représentants élus. Donc les élections, pour revenir à cette question, sont fondamentales pour l'exercice de la démocratie. Bien. Lorsque les élections permettent de mettre en avant des personnes qui ont la légitimité populaire, parce qu'elles auront été choisies en toute transparence par les populations. Oui, maintenant, alors, ceci, la partant justement des cas précis de, je ne dirais pas de faire l'exégèse, mais de l'histoire justement démocratique de la Guinée, quel constat peut-on faire aujourd'hui à l'occasion de cette journée? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu avancé au niveau de la perception de la démocratie, de la mentalité, des pratiques, ou alors, oui, il y a encore des balbutiements? Écoutez, la démocratie, c'est un long chemin. C'est évident qu'on ne peut pas arriver à un régime éminemment démocratique dans un laps de temps. La démocratie, c'est une culture, c'est un long chemin, c'est une évolution, c'est un processus. Nous sommes effectivement dans ce processus. Je disais tantôt qu'il y avait des hauts et des bas. Il y a des moments où on connaît des avancées, mais aussi d'autres moments où on connaît des reculs. Mais il faut dire que dans la perception des Guinéens, il y a évidemment du progrès. Les Guinéens de plus en plus comprennent quels sont les fondements de la démocratie. Ils se soumettent de plus en plus aux règles, aux principes de cette démocratie et ils acceptent petit à petit les divergences d'idées, la pluralité des opinions qui consacrent effectivement la nature démocratique d'un régime. Bien. Je crois que sur ce plan, il faut dire qu'il y a une évolution de la part de tous les Guinéens. Les masses médias aidant, la révolution technologique aidant, les Guinéens ont aujourd'hui accès à l'information et se parlent par médias interposés, qui se tolèrent de plus en plus. Donc il faut dire qu'en gros, on peut dire que la démocratie avance lentement dans notre pays. Bien, monsieur le ministre, justement par rapport à la question, vous avez appartenu à beaucoup de formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, partant justement de votre expérience là, est-ce que vous pouvez vous dire que la démocratie se porte bien, ou alors, et quels sont en tout cas les arguments sur lesquels vous pouvez faire asseoir justement votre perception de la démocratie? Je ne suis pas en train de dire que ce que nous vivons aujourd'hui est parfait. Mais puisque nous nous sommes engagés très jeunes dans le processus de démocratisation de notre pays, nous disons ce que nous connaissons. Je vous prie de me croire, il était impensable en 93, en 95, de voir un ministre de gouvernement avec le porte-parole de la principale formation politique de l'opposition dans un plateau de la RTG discuter de quoi que ce soit. C'est pour vous dire que nous venons de loin. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec mon frère Sila, ancien ministre de la Communication. C'est pour vous dire que nous avons un acquis fondamental à préserver. Puisque ce que nous avons comme démocratie aujourd'hui, ça n'a pas été un cadeau qui a été donné dans un plateau d'argent. C'est la volonté, le sacrifice des milliers de Guinéens pour arriver à ce niveau. Certains, ils ont perdu leur vie.
D'autres ont perdu toute leur carrière. Il y a des gens qui ont quitté le pays et ne sont plus jamais revenus. Est-ce qu'il y a des symboles? Mais effectivement, si nous avons choisi le professeur Alpha Condé en 2010, parce que Alpha Condé représentait un symbole pour la Guinée dans la lutte pour la démocratisation de notre pays, avec ses frères évidemment, Bamamadou, Siradou Diallo, Jean-Marie Doré. C'est pourquoi en 2010, quand nous avons créé notre propre parti, le RNI, Rassemblement National des Indépendants, et il était question de faire le choix, nous n'avons pas hésité une seconde pour choisir le professeur Alpha Condé, parce que pour moi, il méritait plus que quiconque de récolter le fruit de la graine qu'ils ont sémée en 1993. Et c'est pourquoi je voudrais saluer et féliciter aujourd'hui le peuple de Guinée à travers votre émission, les leaders des partis politiques, puisque chaque soir, en étant en Guinée ou à l'extérieur, je suis le journal de la campagne. Vous vous rappellerez qu'en 2010, la campagne était émaillée de violences, des injures, des intrigues. Mais aujourd'hui, un leader de parti politique peut se déplacer, aller dans le fief de l'autre, dire tout ce qu'il veut. En tout cas, en respectant l'éthique et la déontologie, il n'a aucun problème. Et je suis convaincu que cela va nous amener vers des élections transparentes et crédibles. Bien, donc élection transparente et crédible, on reviendra. Monsieur Yayo, par rapport à la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des arguments en interrogeant l'histoire, en questionnant l'histoire justement politique de la Guinée? Est-ce que vous avez des arguments pour dire oui, la démocratie a évolué ou bien elle est à recul dans notre pays? L'acceptation du droit repose sur certains piliers. Est-ce qu'aujourd'hui ces piliers sont là? Est-ce qu'ils sont palpables? En quoi 2010 est considéré comme un repère intéressant? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 24 impétrants. En 84, certes, au nom du libéralisme politique, il y a eu l'acceptation de la démocratie. Mais la pluralité, la dimension démocratique, elle était un peu tronquée à certains égards. Quand bien même c'est en 1984, à partir de 1984 que cette diversité a été consacrée. À certains égards, il y avait des faiblesses, il y avait des insuffisances. Mais à partir de 2010, puisque nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur du passé, il faut corriger. Il faut corriger les éléments du passé. Non, vous remontez justement. Il faut corriger ce qui s'est passé en 1958, avant 1984. Il faut corriger certains aspects qui n'étaient pas bons de 1984 à maintenant. Et à partir de 2010, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle d'avancée aujourd'hui? Parce que vous dites qu'il y a eu avancée dans la perception, dans le comportement des Guinéens depuis 2010. Quels sont les éléments justement constitutifs de votre affirmation? Après la période de transition politique, on a continué à mettre en place les fondements de la démocratie à partir des institutions. Certes, ça a été âpre, beaucoup d'opiniâtreté, mais on a mis en place, après l'exécutif, on a mis en place l'Assemblée en 2013, avec beaucoup de soubresauts. Les soubresauts politiques en Guinée ont été toujours caractérisés par la culture de la violence, ce qui a récusé pour qu'un pays aille de l'avant en matière de démocratie. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'acceptation de l'autre. Donc il faut enterrer, inhumer les mauvaises pratiques qui ne considèrent pas à prendre l'autre qui est en face comme un adversaire dans la contradiction des idées. Donc, les piliers ont commencé à être posés. On a posé le pilier législatif en organisant les élections législatives. On a une Cour suprême. On a commencé à poser les fondements de la démocratie en consacrant la séparation des pouvoirs. Bien, certes, aujourd'hui, il y a encore du temps, il faut du temps au temps, il y a encore quelque chose à produire, à finir, pour que tous les piliers soient là. L'expression journalistique n'est plus pénalisée en Guinée, c'est une avancée démocratique. Ce sont des avancées. Il nous reste à faire quoi?
c'est qu'au niveau de la Cour des comptes, il y a encore du retard. Mais la Chambre des comptes de la Cour des comptes, qui est affiliée à la Cour suprême, qui fait office de comptable public pour appuyer tous les comptes publics de l'État, cette Cour est là. Bien. Alors, M. Silla, je reviens vers vous. Vous avez dit qu'il y a eu avancée. Est-ce que, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pendant cette période, depuis 2010, comme ils l'ont dit, pour que, justement, on aboutisse à cette nouvelle perception de la démocratie, et comme vous l'avez tous reconnu ici, je ne sais pas. Est-ce que depuis notre indépendance jusqu'à maintenant, il est évident qu'il y a eu des progrès significatifs en matière de démocratie, tant dans la culture, tant dans l'esprit des Guinéens, que dans la pratique aussi, dans la pratique et dans le fonctionnement de l'État. C'est vrai qu'il y a eu des progrès, mais comme je vous l'ai dit tantôt, il y a eu des avancées, parfois des reculs. Bien. Et nous considérons, au jour d'aujourd'hui, qu'on est dans une période de récession en ce qui concerne la démocratie. Donc vous avez changé. Non, ce n'est pas changé. J'ai dit qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça avance, ça recule. Ça va. Mais globalement, sur tout le parcours de la Guinée, depuis 1958 jusqu'à maintenant, il faut dire qu'il y a globalement un progrès. On a aujourd'hui un multipartisme intégral. On a des élections vaille que vaille qui sont plus ou moins, qui aboutissent plus ou moins à des résultats qui sont plus ou moins acceptables. Bref, je peux vous dire que ces dernières années, nous avons connu des reculs importants. Premièrement, vous avez parlé de la mise en place de nos institutions républicaines. Il a fallu 3 ans après l'élection du professeur Alpha Condé pour qu'on puisse obtenir des élections législatives, pour que des représentants du peuple siègent à l'Assemblée nationale et votent des lois en son nom. Il nous a fallu 3 ans pour cela, 65 morts, des manifestations à n'en pas finir. Deuxièmement, il a fallu plus de temps encore pour mettre en place les autres institutions de la République. La Guinée a fonctionné pendant 4 années dans une situation d'exception qui ne disait pas son nom, puisqu'on était dans un régime où il n'y avait pas de cour constitutionnelle, où il n'y avait pas de cour des comptes, où il n'y avait pas de haute autorité de la communication, où il n'y avait pas de haute cour de justice, où il n'y avait presque pas aussi de conseil supérieur de la magistrature. C'est un vide qui a été comblé il n'y a pas très longtemps, où il n'y avait pas de haute autorité des collectivités locales, dans un pays où vraiment une dizaine d'institutions prévues dans notre constitution n'existaient pas, n'avaient pas été mises en place. C'est un recul de la démocratie. Pire que ça, nous sommes dans un pays aujourd'hui, et je crois que c'est l'unique pays au monde, où il n'y a plus de démocratie à la base. La politique de décentralisation a été complètement piétinée, et aujourd'hui, les élus locaux n'ont plus de représentants élus pour parler en leur nom et agir en leur nom. Nous avons aujourd'hui des communes, nous avons des conseils de quartier, des conseils de district qui sont dirigés par des personnes qui n'en ont pas le mandat ou dont les mandats ont expiré depuis longtemps, donc qui n'ont plus de légitimité. La Guinée est le seul pays au monde où on nomme encore des maires, où c'est l'exécutif qui nomme un maire. C'est surréaliste quand vous dites à quelqu'un à l'extérieur qu'un maire peut être nommé par l'exécutif. Donc la démocratie à la base a connu un recul gigantesque. Et au jour d'aujourd'hui encore, on en est à marchander les conseils communaux à recomposer sur une base totalement abstraite et surtout totalement illégale et illégitime. Pourquoi? Parce qu'on est resté trop longtemps dans cette situation d'exception en ce qui concerne cela. Il faut dire aussi, d'autre part, que les médias de service public, qui sont en quelque sorte le creuset national, où toutes les sensibilités politiques, où tous les courants de pensée et d'opinion doivent s'exprimer, sont en dehors de quelques rares émissions comme celle que nous avons maintenant, et pour cela nous rendons un hommage appuyé à M. Djibril Diallo et évidemment à son ministre. En dehors de ça, les médias de service public sont hermétiquement fermés à l'opposition. Nous avons mené ce combat depuis de longues années et jusqu'à présent, on en est encore à ce qui concerne. Et tout ceci sont des fondements de la démocratie. Tout ceci permet à une démocratie d'avancer. Tout ceci permet aux citoyens de participer à la gestion de l'État, à la gestion de la cité. Et malheureusement, ce sont des conditions non seulement qui ne sont pas réunies et qui ne semblent pas prêtes de l'être. Car même si certaines institutions ont été mises en place, le statu quo demeure dans la réalité que nous vivons. Bien. Alors, Monsieur le ministre, par rapport à ça, nous parlons justement de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Vous avez suivi justement le constat de M. Aboubacar Silla. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il est nécessaire de repenser n'est-ce pas, ces insuffisances dont il a dénoncé, ou bien vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit? Je ne sais pas quelle est votre perception. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas en train de dire que ce que nous vivons aujourd'hui, que c'est une démocratie parfaite. Mais quand on vous demande de faire l'appréciation d'une situation, vous allez vous fonder sur un certain nombre de critères. Il y a des paramètres. Et le plus important pour moi, pour apprécier l'état d'avancement de notre démocratie,
c'est par rapport au passé. Nul n'ignore qu'entre 2009 et 2015, le parcours sur le plan démocratique dépasse de loin de la Guinée de l'indépendance jusqu'à 2009. Ça, c'est un acquis de ce pouvoir. Les arguments. Je vais vous donner des arguments très rapidement. Allez-y. Avant 2009, lorsqu'il y a les élections, les résultats sont connus avant la centralisation des résultats. Je le dis parce que j'ai participé à ce processus électoral depuis sa naissance en 1993 lors de l'organisation de la première élection présidentielle. Aujourd'hui, bien qu'on dit qu'on est venu tard à installer l'Assemblée nationale, mais quand vous prenez la configuration de notre Assemblée nationale, avec 15 partis politiques, cela prouve à suffisance que les résultats reflètent la volonté du peuple de Guinée. Mais ce que je vais vous rappeler, puisque là aussi, c'est une question que je connais, pour avoir participé les préparatifs de l'organisation des élections législatives. Si on a eu 3 ans de retard, ces 3 ans ne sont pas à l'actif du pouvoir en place. Je voudrais que mon frère accepte ça pour moi, puisque lui et moi, nous avons participé au dialogue politique à plusieurs reprises pour trouver les voies et moyens pour organiser les élections législatives en Guinée. Quel était le problème? Nous voulons les élections législatives. L'opposition veut les élections législatives. Mais au même moment, l'opposition n'est pas d'accord sur la date qui est fixée. L'opposition n'est pas d'accord sur l'institution qui doit organiser les élections. L'opposition n'est pas d'accord avec le fichier électoral. L'opposition n'est pas d'accord avec la société qui organise les élections. Et les revendications commencent. Le chapelet de revendications commence par la recomposition de la CENI, par l'annulation de la date du scrutin, par la reprise du fichier électoral. C'est sur ça que nous avons traîné pendant 3 ans. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que justement il y a eu retard, mais vous justifiez, vous tentez d'expliquer. Bon, vous avez dit les raisons, pourquoi les raisons. Et là, ce que je vous dis, vous pouvez aller dans les archives. Vous pensez que les responsabilités sont partagées? Moi, je ne dis même pas que c'est partagé. Je ne dis pas que c'est partagé. Parce qu'au fond, en finalité, mon grand frère est là. Les points essentiels sur lesquels l'opposition s'est agrippée, ces points-là sont demeurés et on est allé aux élections et vous avez vu le résultat. Parce que la communauté internationale qui servait d'arbitre est venue pour nous départager tout en garantissant que les conditions que le pouvoir en place avait réunies étaient largement suffisantes pour permettre l'expression transparente des élections. Désolé, monsieur le ministre. C'est ce qui a été dit. Non. Pour preuve, le fichier est resté intact. Non. Je dois donner mon point. Wemark et Sabari sont restés, on est parti aux législatives. D'accord. Donc la seule chose qu'on a obtenue pendant 3 ans de combat et tout le sacrifice qui vient d'énumérer, c'était la recomposition de la CENI. Et pour vous dire que ça aussi c'était biaisé, c'était pas ça le problème, cette même élection présidentielle, on a posé les mêmes problèmes de recomposer encore cette CENI. C'est pour vous dire qu'on passait à côté de l'essentiel. Donc cela veut dire comme toute revue humaine. Quelqu'un a dit maintenant, je voudrais venir un peu, parce que quand on parle de la démocratie, je suis d'accord aujourd'hui que ce n'est pas parfait. Même la journée internationale de la démocratie qui a été célébrée cette année, on a exigé à ce qu'il y ait beaucoup de place pour la société civile. Parce que, en dépit du fait que le peuple est représenté par ses élus, les députés à l'Assemblée nationale, mais il faudrait que le peuple soit impliqué, pas seulement au moment des votes, mais dans la gestion de ce pouvoir par rapport à la place que la société civile va occuper et par rapport au conseil de collectivité et toute autre forme, parce qu'il n'y a pas une forme de démocratie standard. L'essentiel est que la volonté du peuple se manifeste dans le choix
de celui qui doit avoir le pouvoir dans l'exercice de cette fonction et dans le contrôle. Voilà, je retiens de vos deux interventions qu'il y a des acquis et des défis. Oui, monsieur Yayo. L'enchérir ce que monsieur le ministre a dit, parce que c'est une logique implacable. Il y a eu des manœuvres dilatoires. Ces manœuvres dilatoires ont fait que le processus a mis du temps. Mais dans tous les pays du monde, bâtir une nation démocratique, c'est un processus de longue haleine. Reformer un pays qui n'avait pas connu une large ouverture démocratique, qui n'avait pas une culture démocratique, où les soubresauts politiques étaient caractérisés par la violence excessive, c'est un processus de longue haleine. J'en appelle à la mansuétude des uns et des autres. Mais malgré tout, l'accouchement, certes il a été douloureux, mais il a été réalisé. Certains piliers aujourd'hui sont là, ils sont vivants, ils sont palpables. Pour mieux renchérir ce qui a été dit, prenez le ratio, la masse électorale. Prenez la masse électorale par rapport à la configuration de l'Assemblée législative. Le RPG Arc-en-Ciel a eu 46 voix. À lui seul, il n'a pas pu avoir la majorité relative. Cela veut dire que l'ouverture a été faite. Les autres avaient de l'appréhension, mais cette appréhension a été assouvie du moment que la configuration fait qu'aujourd'hui, plus beaucoup de partis politiques, il a dit 15 sont représentés à l'Assemblée, au-delà des alliances. Ça, c'est une rupture avec le passé. Par rapport au passé, on sait, quand le PUP était là, la deuxième république, l'Assemblée était un peu monolithique. Si on est venu à la transition d'ailleurs militaire, M. Somparé a été récusé en tant que président de l'Assemblée, alors que c'est lui qui devait organiser, selon la loi fondamentale, 60 jours après les élections, suite à l'annonce décès du président Conté. Si donc vous pensez que l'Assemblée qui était là était représentative du peuple et que les acteurs politiques se sentaient dans cette représentation, son palais n'allait pas être récusé. Le coup militaire, la transition militaire que nous avons connue allait être récusée et les avancées démocratiques allaient se faire jour en Guinée. Bien, là, sur la question au-delà de cet aspect-là, oui. Il y a lieu de dire, nous dans notre domaine par exemple, avant 2010, avant l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, pour marquer qu'il n'y avait pas de démocratie, où les attributs de la démocratie étaient tronqués, la Guinée n'avait plus de relations avec les partenaires techniques financiers, de quelque ordre que ce soit, parce que aujourd'hui, c'est un préalable. Aujourd'hui, le préalable démocratique s'impose à tout le monde pour que vous soyez en relation, en phase avec les partenaires techniques financiers. Ils exigent que les élus du peuple soient là et que ce soit les élus du peuple qui votent les plans d'action à partir des fonds qu'eux ils envoient dans le pays. Si l'ouverture démocratique n'est pas consacrée, il y a la rupture. Donc, à l'annonce du décès du président Lansana Conté, dès que l'armée s'est emparée du pouvoir de manière illégitime, les partenaires techniques financiers ont rompu les relations avec la Guinée. Donc vous pensez que la Guinée est de retour comme... La Guinée est de retour et à partir avant 2010, j'ai dit tout à l'heure, la rupture c'est quoi? C'est qu'au nom de cette pluralité, il y a eu 24 impétrants. Au bout du compte, sur les 24, c'est un seul qui est arrivé au pinacle. Donc, cela veut dire que, à partir de là, l'acceptation des partenaires techniques financiers pour prendre en compte la Guinée, insérer ces projets financiers et économiques, cela veut dire qu'eux-mêmes, qui sont arbitres, ils ont marqué une main d'accompagnement par rapport aux avancées démocratiques. Je suis d'accord. Je vais parler des collectivités. Je suis là à parler tout à l'heure des collectivités. Il faut faire la distinction entre l'aspect économique et l'aspect politique. Les transferts de compétences au niveau de la base aujourd'hui, c'est une réalité tangible. Au niveau du PACV, par exemple, nous avons 348 plans d'investissement annuels qui ont été exécutés par les collectivités à la base, sans la participation de l'État. Ce qui fait que, dans l'esprit de la décentralisation, ce pouvoir accepte le transfert des compétences à la base. Bien, vous voulez dire deux mots par Oui, bien sûr, parce que je conteste en bloc tout ce qui vient d'être dit là, qui ne reflète en rien la réalité que les Guinéens ont vécue. Ils le voient à travers ce petit écran et savent parfaitement bien
que si les élections législatives ont pris 3 années à s'organiser, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'elles soient dans le contexte normal. Nous avons mis 2 petites conditions à ce que ces élections soient organisées de manière transparente. La recomposition paritaire de la CENI, une revendication qui est adossée à la loi. Et deuxièmement, nous avons demandé le changement de l'opérateur technique Waymark parce qu'il a été recruté en toute illégalité dans le cadre des marchés de gré à gré et qu'il joue un rôle important dans la transparence du scrutin. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas question, il faut qu'on ait aux élections avec ses handicaps, parce que simplement, il ne voulait pas d'élections transparentes. Et nous avons traîné pendant 3 ans sur ces 2 petites revendications. Il y a eu 65 morts, il y a eu des milliers de blessés, des incarcérations. Il y a eu, je n'ai pas fait... Non, oui, je veux récapituler rapidement. Je pense que ces questions, on les a tellement... Voilà, je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis étonné que monsieur le ministre soit revenu sur le sujet, mais dans l'esprit de vos téléspectateurs, lorsqu'on dit amicalement contre-vérité, c'est normal qu'on les remette les choses en place pour que dans l'esprit des téléspectateurs, il n'y ait absolument aucune confusion. Il y a une seule personne qui est responsable de l'organisation des élections dans la République de Guinée. Il y a une personne dont la Constitution a doté de pouvoirs discrétionnaires pour convoquer le corps électoral, c'est le président de la République. Oui. Quand les élections retardent, quand les mandats expirent sans qu'ils soient renouvelés à date, il y a une personne qui en est responsable, c'est le président de la République. Ce n'est pas l'opposition. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, voilà une question. Moi, ce que j'ai... Là, la responsabilité morale, mais ce que juridique. Il y a la démarche dans le choix de l'opportunité. Je voudrais sur la question, moi je constate par exemple, au départ vous avez dit tout ce qu'il y a eu avancé. Moi je regarde par exemple, aujourd'hui quelqu'un a parlé du journal de la campagne. J'ai vu, n'est-ce pas, l'opposition se déployer en Haute-Guinée et censé être, n'est-ce pas, les fiefs du pouvoir. J'ai vu, par exemple, le chef de file de l'opposition, n'est-ce pas, en Haute-Guinée. Pour beaucoup de Guinéens, ce n'était pas pensable, justement, que cela se passe sans... J'en viens, je reviendrai sur la question. Je me rappelle, on a vu le président de la République, n'est-ce pas, qui a fait les coins et tous les coins et les recoins, n'est-ce pas, du Fouta, et cela s'est passé vraiment dans des conditions les plus respectables et les plus appréciables en termes de démocratie, comme pour dire justement qu'il y a eu une avancée. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui a motivé cette avancée? Est-ce que vous, au niveau par exemple politique, vous êtes conformé à la Constitution qui vous demande d'éduquer les citoyens, de promouvoir par exemple la responsabilité citoyenne pour ne pas que, n'est-ce pas, les militants soient des jeteurs de cailloux, de pierres et tout ce que cela, que ces pamphlets, c'est-à-dire que le comportement citoyen occupe la place de la violence. Est-ce qu'on peut voir quand même une main à ce niveau? Et je le verrai justement au niveau du gouvernement, quels sont les actes qui ont été menés dans ce sens pour que cette avancée soit enregistrée? Incontestablement, il y a une évolution, comme je l'ai dit, au niveau de la culture démocratique dans l'esprit des Guinéens, qui sont devenus beaucoup plus tolérants, qui comprennent que la politique, c'est un combat d'idées, ce n'est pas une guerre de personnes, et qu'on peut être différent du point de vue idéologique, du point de vue politique, sans pour autant être des ennemis. Ça, c'est à l'actif de nos populations, qui acceptent désormais qu'on aille les trouver, même dans les fiefs de l'opposition par exemple, qu'on aille les trouver et critiquer l'opposition et vice-versa. Et ça, il faut dire qu'au niveau des populations, comme je l'ai dit dès le début de cette émission, il y a une forte avancée en ce qui concerne l'évolution de la culture démocratique. Mais si, je dois dire aussi que si, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, si aujourd'hui le chef de file de l'opposition républicaine peut aller mener campagne dans les fiefs les plus retranchés du pouvoir, comme les Mandiana, les Sigiri, les Kouroussa, c'est aussi parce que ces populations, comme je l'ai dit tantôt, ont compris que le chef de file de l'opposition, c'est un Guinéen comme eux, ce n'est pas un ennemi. Il avait été pris par le candidat Alpha Condé en 2010, ses engagements n'étant pas tenus, ces populations comprennent aujourd'hui que le professeur Alpha Condé, même si il est issu, il est un des leurs du point de vue communautaire, mais comme président de la République, il n'a pas satisfait aux engagements qu'il avait pris, mais il essaie de se tourner vers d'autres personnes et pour voir dans quelle mesure les promesses qui vont être faites par ces personnes-là peuvent être effectivement tenues. Je voudrais dire à mon frère que même si, bien que je ne suis pas d'accord avec cette position, mais même si c'était le cas, la désillusion, que les gens acceptent de recevoir l'autre, c'est déjà un progrès sur le plan de la démocratie en Guinée. Parce que hier, c'était les déflatés qui tuaient les autres pour compter. Ou bien ce sont les autres qui tuaient pour un candidat parce qu'ils sont de la même ethnie, de la même communauté.
Si aujourd'hui, même si on ne le dit pas, mais c'est le président Alpha Condé qui est au pouvoir, si à son temps, pendant sa magistrature, les Guinéens se retrouvent pour défendre leurs intérêts, c'est ce que nous avons souhaité. Nous, ce que nous voulons. Ce n'est pas qu'on dise que c'est nous qui avons instauré la démocratie. On veut que la société guinéenne soit démocratique. Que les Guinéens se retrouvent pour défendre leurs intérêts et non leur communauté. Pour défendre l'intérêt supérieur de la nation et non l'intérêt d'une région, d'une préfecture ou d'une ethnie. Mais ce que je vais vous dire, je le disais hors micro tout de suite, j'ai dit le combat que vous menez, surtout la presse, on ne le sent pas. Parce que si il y avait eu la guerre, tout le monde allait dire en Guinée ça ne va pas, ça ne va pas. Mais moi je suis convaincu, le fait que les Guinéens se sont appropriés de cette démocratie, la grande part c'est vous, la presse. Et naturellement, c'est la lettre de mission que j'ai reçue. Promouvoir la démocratie dans notre pays. Et vous avez combien d'émissions ici qui parlent de la paix, de l'unité nationale, de la démocratie. Et cette émission, je crois, est la preuve éloquente. Parce que ici, vous recevez la mouvance présidentielle, l'opposition, la société civile. Nous discutons ici. Je précise d'ailleurs que la société civile devait être représentée par le président du CNOS, M. Dansa Kourouma, qui fort malheureusement a péché par un retard, peut-être qu'il a eu des empêchements. Donc nous discutons avec les chefs de ces partis politiques. Les chefs se retrouvent, ils se congratulent, ils discutent avec respect, avec amour, avec fraternité. Mais ceux qui nous regardent, ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont aucune raison de se battre. Je voudrais que le frère parle de ça aussi. Même si ce n'est pas tout, non, il s'est mis mais cela aussi fait partie. Ensuite, j'ai dit tout de suite, parce que mon frère ne m'a pas compris quand j'ai dit que quand l'élection retarde, mais le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, il a signé l'accord de Houdébia. C'est quoi l'accord de Houdébia? C'est un accord qui permettait aux mécréants et aux musulmans d'alterner le pèlerinage à la Mecque. Le professeur était convaincu que la Mecque était le sanctuaire sacré de l'islam. Mais puisque ce jour, s'il avait forcé, il envoyait à l'abattoir sa troupe, qui n'était que dans l'ordre de 300 par rapport à environ 1000 chez les autres, il a accepté. Il dit cette année, les mécréants vont aller adorer leurs idoles à la Mecque. L'année prochaine, les musulmans vont adorer Dieu unique. Donc le professeur a fait la même chose. Quand les gens ont voulu faire en sorte qu'il y ait la guerre pour l'organisation des élections législatives, il a accepté de retarder jusqu'à ce qu'on s'est compris et on est parti à ces élections sans problème et on a mis en place une assemblée nationale qui représente la volonté du peuple. Si après 5 ans de son mandat, même mon grand frère, porte-parole de l'opposition, reconnaît qu'enfin les Guinéens sont en train de se retrouver autour de leurs intérêts et non pas autour de la communauté et de l'ethnie qui était le frein de notre démocratie, j'en suis fier, moi, Makanera Lucien Kake. Bien, monsieur Yayo, oui, par rapport à ma question. Par rapport à cette question, M. Sylla n'a qu'à accepter l'évidence. Dans le cadre de l'action publique, quelle que soit l'aspiration profonde des populations à partir de l'évolution mentale qui est là, qui est une réalité, l'acceptation des autres en dehors de l'ethnie, des considérations subjectives, les faire avancer en dehors de l'ethnie, la volonté politique là est méritoire, ça met à l'actif de ce régime en place dirigé par le président Alpha Condé. Sur le PUP, je suis encore obligé de revenir sur la Deuxième République. Vous avez suivi comment les élections se passaient en Guinée. Est-ce que les opposants étaient sécurisés par le pouvoir en place pour leur permettre de faire la campagne partout? Aujourd'hui, l'opposition est sécurisée. C'est les gendarmes de la brigade nationale de gendarmerie qui les accompagnent dans toutes les préfectures. Ils sont sécurisés par l'État. Cette volonté politique, elle est méritoire.
il faut la signaler, il faut la magnifier. Il y a eu des avancées démocratiques. Certes, il y a eu du retard. Ce retard-là a recusé. Mais l'aboutissement est heureux à cause de l'acceptation d'autrui aujourd'hui, de cette pluralité en dehors des zones naturelles, des zones naturelles de prédilection. En dehors de ces zones naturelles de prédilection. J'étais heureux avec lui quand il dit que le chef de file de l'opposition aujourd'hui a accepté à gauche, à droite, mais il est accompagné par les gendarmes de l'État qui ont mandat de le sécuriser. Et l'État ne fait obstruction pour lui permettre de faire sa campagne dans toutes les préfectures de la Guinée. Ça, c'est une avancée. Cette avancée-là, il faut la mettre à l'actif du régime en place. Au-delà de cela, toujours dans leur cadre d'un retour choc en arrière, aujourd'hui, nous parlons de démocratie. Oui, les opposants ne sont pas menacés, mais on sait que par rapport au passé, quand on voit le droit du passé, c'est déjà comptabilisé. Le président Alpha Condé a été arrêté après les élections de 1998. Vous avez suivi le procès Fleuve qui en a découlé. Où finalement, puisqu'il n'y avait pas de charge objective retenue contre lui, on était obligé de l'acquitter en ne présentant pas de ses droits civiques. Est-ce qu'aujourd'hui... condamné, il n'a pas été acquitté. Il a été condamné, certes. Voilà. Mais on ne l'a pas empêché de jouir de ses droits civiques. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Est-ce que le premier chef de file de l'opposition, il est inquiété? Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui, avec les temps qui courent, avec cette avancée, on peut penser à cause de son opinion? Ça, c'est une avancée positive. Cette avancée positive, c'est parce que les piliers démocratiques sont en train d'être installés. Tout n'est pas rose aujourd'hui. Il faut du temps au temps, comme le dirait l'autre. Mais si l'avancée positive est là, il faut avoir le courage moral de dire oui, c'est positif. Et ça, c'est encouragé. Nous exhortons donc, on va avancer. Tout le monde a accepté cette évidence et nous devons nous inscrire dans cette évidence. Nous inscrire dans cette évidence, c'est nous-mêmes qui sommes les leaders à nous accepter mutuellement. Bien, donc je comprends qu'il y a des efforts réciproques et nous sommes en train de parler de la célébration de la Journée internationale de la démocratie. Aujourd'hui, il y a quand même quelques années, le président Chirac disait que la démocratie était un luxe pour les Africains. Et à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, il serait important de marquer un point d'arrêt sur, n'est-ce pas, le fonctionnement de la démocratie en Afrique, quand on regarde justement tout ce qui se passe ici en Centrafrique, là-bas au Congo, n'est-ce pas, et au Burkina Faso et tout ce que cela comporte. Est-ce qu'on peut conclure avec le président Chirac que la démocratie n'était pas encore vraiment l'arme, la forte arme justement de nos populations africaines? Nous qui sommes des Africains, qui sommes des démocrates dans l'âme, nous ne pouvons pas accepter qu'on dise que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Mais pourquoi, le président Chirac l'a dit en son temps, mais je crois qu'il est revenu plusieurs fois sur cette phrase malheureuse qu'il a tenue et qu'il a regretté par après. Je parle justement des mots qu'on regarde un peu partout, c'est-à-dire l'usage des canons, c'est-à-dire c'est l'échange avec des machettes. Mais si vous regardez tout ceci nous au nom de la démocratie. Moi, je ne parle pas de ces cas isolés pour conclure sur le fait que l'Afrique ne soit... Je ne vais pas partir de ces cas comme ça, qui sont des accidents de l'histoire, pour généraliser à tout le continent africain et pour indiquer donc que les Africains ne sont pas mûrs pour la démocratie. Moi, je crois que ceci doit nous interpeller plutôt. Pourquoi? Parce que ce sont généralement des élections bâclées, des tripatouillages de constitution, des forcings qui sont exercés par certains partis au pouvoir, des exclusions qui amènent à des situations aussi regrettables. Et ceci doit nous interpeller. Nous devons évoluer dans un système, même si ce n'est pas dans un système de démocratie parfaite, mais dans un système équitable, où tout le monde a les mêmes droits et les mêmes obligations. Et ça nous interpelle parce que nous allons à une échéance majeure. C'est l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Et nous, au jour d'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, nous estimons que toutes les conditions d'équité jusqu'au jour d'aujourd'hui ne sont pas encore réunies. C'est pour ça que les candidats se retrouvent généralement à réunion pour débattre de cette question. Notre prochaine réunion, nous aurons avec nos candidats donc demain. Donc, au vu de l'évolution du processus électoral, nos craintes
se sont avérées. C'est pourquoi nous avons présenté des revendications, nous avons exigé qu'il y ait une composition paritaire de la CENI de nouveau, pour la rendre de nouveau conforme aux dispositions de la loi qui la fonde, c'est-à-dire la parité en son sein. Nous avons d'exiger à ce que ce fichier électoral soit correctement assaini. Si on ne pouvait pas reprendre purement et simplement la révisée du fichier. Pour la Guinée encore. Oui, je vous dis pourquoi. Parce que ce sont des élections bâclées, des élections aux résultats contestés, qui amènent la plus 90% des cas dans des situations comme ceci. Donc c'est pour ça que je dis que ces questions nous interpellent et nous devons faire en sorte que justement notre processus électoral en Guinée, en particulier celui qui concerne l'élection présidentielle le 11 octobre 2015, soit un processus transparent. Les élections législatives, contrairement à ce que M. Yahou a dit, n'ont pas été transparentes. Et le RPG n'a pas eu 46 députés, il a eu 53 députés. Il a eu 46%. Bon, il a eu 53 députés. Par rapport à la masse électorale. Il a eu 53 députés. Bon, c'est un lapsus que vous avez. Bon, vous avez dit 46 députés. Non, il a eu 46%. Ce que je dis c'est un lapsus. Je comprends que vous avez fait un lapsus. Voilà. C'est pas grave. Il a fait 53 députés, donc il n'a même pas eu la majorité simple. Hein, il a eu la majorité relative, mais il n'a même pas eu la majorité simple. Pourquoi? C'est pas parce que simplement les élections étaient transparentes, c'est parce que le RPG ne pèse pas ces 53 députés à l'Assemblée nationale avec une majorité qualifiée. Non, mais je vous ramène à l'extérieur si vous voulez, mais ça nous ramènera à notre cas particulier. Nous sommes des Guinéens et c'est les problèmes guinéens qui nous interpellent le plus. Parce que je crois que c'est la question interne. Je voudrais dire que je suis d'accord pour une fois encore avec mon grand frère, le ministre Sylla, que je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Dire que les Africains n'étaient pas prêts pour la démocratie. Il n'y a pas un modèle de démocratie. Il n'est pas dit qu'on est obligé de faire comme les autres. Mais la démocratie en soi, c'est quoi? C'est garantir la liberté, promouvoir le progrès économique et social, assurer le développement économique du pays. Si on arrive à cela, c'est la démocratie. Et je crois que tous les peuples du monde ont l'obligation de faire ça. Maintenant, si on parle de la Guinée, je le disais à l'entame de cette émission, que ce que nous avons aujourd'hui, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que par le passé. Ça, il faut que le frère accepte ça. Et je ne dis pas que c'est à l'actif seulement du pouvoir en place. Parce que le pouvoir seul ne pourra pas. Puisque la démocratie est un état d'esprit de la population, des leaders et ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas un cadeau qu'on donne, c'est un mérite. Et si on parlait aujourd'hui, les défis que nous avons par rapport à notre démocratie, vous-même, vous allez voir qu'il y a encore des défis à relever. Parce que quand vous demandez, vous allez en consultation par rapport à une population qui ne maîtrise pas ce que nous venons de dire tout de suite, mais vous le mettez dans l'embarras. Donc il faut non seulement qu'il y ait la formation, c'est-à-dire que le nombre de lettrés soit important au sein de la population pour que de bonnes décisions soient prises. Vous-même, vous avez remarqué dans la capitale, Conakry, tous les députés qui ont été élus sur la liste uninominale, c'était du côté de l'opposition. Vous pensez, si le parti avait la possibilité de faire consacrer député qui il le veut, nous allons accepter de perdre toute la capitale. Quand même. Il y a une question, la capitale était tellement surveillée à la proportionnelle. Non, je n'ai pas fini. Bon, parce que cette question, je pense qu'elle est intéressante. Je pense qu'elle est intéressante. Je pense qu'elle est intéressante. Je pense que cette question-là est intéressante, puisque nous acheminons vers une autre élection. Moi, je voudrais qu'on prépare la mentalité de la population sur ce que nous sommes en train de faire, à accepter les résultats. Non, donc, sur la question, il y a quand même que l'Union européenne se déplace sur le terrain, il y a que les partis politiques sont représentés sur le terrain, ce que je voulais dire. Il y a des cases de veille qui justement se construisent. Ensuite, il y a que, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant,
les deux bords, n'est-ce pas, se concertent à la faveur justement des accords. Je pense que ce sont des questions Les législatives n'ont pas été organisées à vase clos. Il y avait des observateurs internationaux. Ils ont fait un rapport. C'est ce que je veux dire. Je voudrais dire qu'il y a quand même des éléments d'appréciation sur lesquels vous lisez le rapport. Maintenant, ceci-là, vous n'avez pas. Non, ceci-là, vous n'avez pas la parole. Non, ceci-là, vous n'avez pas la parole. Mais en fin de compte, d'accord, mais justement, je suis dans ma logique. Si vous me lisez aussi, ce que j'ai voulu dire, j'ai compris que M. Sylla n'est pas très d'accord. Il estime que l'opposition n'est pas satisfaite encore par rapport. Je ne sais pas si vous avez un mot par rapport à la question. Non, par rapport à cette question, ils ont signé un accord. Ils sont en train de mettre en place petit à petit cet accord. Et c'est pourquoi ils doivent se rencontrer régulièrement pour faire en sorte que le résultat qui va sortir soit accepté de tous. Moi, je crois que cela est important. Mais ce que je voudrais quand même que M. Sylla accepte, c'est que notre rôle aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, c'est de faire en sorte que la paix règne dans ce pays. Voilà. Qu'après nous, que nous soyons fiers des actes que nous avons posés. Et pour cela, il faut préparer la population à accepter les résultats qui vont sortir des urnes quand toutes les conditions de transparence sont là. Et c'est le cas aujourd'hui. Bien, alors, M. Yayo, par rapport... Je reviens d'abord à la question. Il n'y a pas de friction à ce niveau. D'accord. Entre nous, M. Sylla, le fait d'essaimer l'idée que la démocratie est un luxe pour les pays en voie de développement, je le dirais comme ça. Allez-y, c'est votre dernier mot. Hein. C'est un tort qu'on nous fait. Les avancées démocratiques dans les grands pays là, industrialisés, se sont faites lentement, progressivement. Les démocraties ont balbutié partout, ont vacillé partout. Bien, par rapport à la Guinée, par rapport à la Guinée, je suis très estomaqué quand mon frère Sylla dit que l'élection législative, elle a été entachée de fraude massive. Le ministre a indiqué quelque chose. Comment voulez-vous comprendre que sur la liste uninominale, que le RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir, perde dans toutes les communes de Conakry? C'était réalisable avant? Non. Ça, c'est une avancée méritoire qu'il faille mettre à l'actif du pouvoir. Nous, les intellectuels, nous, les politiciens, j'ai entendu l'appel. Cet appel-là doit être divulgué partout. Nous avons le souhait, nous formulons le souhait que en matière démocratique, que nous allons vers des élections apaisées sur la base de la transparence, qui est le préalable. Ce préalable-là, nous le souhaitons vivement. Et c'est réalisable. Il y a déjà des gestes de bonne volonté. Le premier geste de bonne volonté, c'est remplacer ceux qui n'étaient pas au niveau de la CENI. Le président de la République, le président Alpha Condé, a pris un décret d'addiction. Moi, je dois vous dire que je reviens à ce que j'ai dit dès le début de cette émission. C'est votre dernier mot aussi. À savoir que nous sommes tous des démocrates, nous voulons de la démocratie pour notre pays, nous voulons de la paix pour notre pays, mais tout ceci est lié au respect de la justice, de la loi et de l'état de droit. Il faut que les élections, qui sont généralement à la base en Afrique de la majorité des conflits, qui dégénèrent parfois vers des conflagrations, des guerres civiles et autres, il faudrait que les élections en Guinée soient des élections dont la transparence peut être assurée par les institutions chargées de les organiser. Et mon inquiétude au jour d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où nous avons un fichier électoral qui n'est pas complètement assaini, conformément aux dispositions de l'accord, et déjà les cartes d'électeurs sont en cours d'impression et de distribution. Donc l'appel que je peux lancer, notamment aux autorités de ce pays et à celles qui sont chargées intrinsèquement de l'organisation de ces élections, c'est de savoir que les actes qu'ils posent aujourd'hui, ils en seront comptables demain. Bon, mon dernier mot, c'est vraiment saluer et féliciter toute la classe politique guinéenne par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Et aussi la population guinéenne, le pouvoir en place qui a créé cette condition, et exprimer un vœu que par cette élection présidentielle, que le peuple de Guinée, sa classe politique, prouve sa maturité.
pour permettre à notre pays de rejoindre rapidement sa place sur le concert des nations démocratiques. Je suis convaincu qu'on a la ressource, que la volonté ne manque pas et que les hommes existent. Et la Guinée, le lendemain du 11 octobre, sera un grand pays qui va être la locomotive de la sous-région. Bien, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur la célébration croisée de la Journée internationale de la démocratie et de celle de la paix. Et justement pour parler de ces deux journées importantes justement pour le continent africain, j'ai reçu ici même au plateau de la télévision nationale M. Aboubakar Silla, il est le président de l'UFC et porte-parole de l'opposition républicaine. Avec lui dans cette émission M. Al-Hussein Makanera Kake, il est ministre de la communication. Et M. Yayo est justement membre du CRAC, c'est le vice-président, le collectif pour la réélection du président de la République, le professeur Alpha Condé. Je pense, amis téléspectateurs, que vous avez été particulièrement bien servis. L'émission a été signée Abdoulaye Djibril Diallo et merci de l'avoir pratiquée.